Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Carrefour des valeurs. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons un grand scientifique. Il est l'inventeur du train et du bateau électrosolaire. Nous sommes avec le professeur Souleymane Atta Diouf. Avec lui, on parlera de la recherche scientifique en Afrique et dans notre pays, le Sénégal. On parlera aussi de son invention qui est une révolution et qui fait aujourd'hui la fierté de tout un Africain. Et on va finir par parler de l'énergie qui est aujourd'hui déficitaire dans nos pays. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous avez fait des études d'ingénieur en télécommunication à Paris. Actuellement, vous êtes docteur en sciences mathématiques et en sciences économie. Et doctorat, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes inventeur du train et du bateau électrosolaire. Avant de reparler de cette invention, on va parler déjà de la recherche scientifique en fait. Aujourd'hui, l'Afrique produit 1% de la recherche scientifique mondiale. Avec tout le potentiel que dispose ce continent, quelle lecture vous en faites? C'est parce que les chefs politiques n'encouragent pas la recherche scientifique parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais la recherche scientifique se fait quand même. Parce que si vous prenez la structure sociale qu'on rencontre souvent économique au Sénégal, nous avons une structure qui est restée la même pendant longtemps. C'est-à-dire il y a l'agriculture, il y a l'artisanat et il y a le commerce. Et seulement, il y a des facteurs d'évolution. C'est que chaque année, le nombre de scientifiques s'accroît. Et ceci va petit à petit modifier la donne. C'est-à-dire, nous sommes dans une société qui ne fabrique pas beaucoup, qui est plus encouragée à importer. Or, quand les scientifiques arrivent, ils vont vouloir que les choses changent. Alors, il faut distinguer la formation scientifique et métier de scientifique. Formation scientifique, vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez un diplôme scientifique. Votre métier, c'est que vous avez des professions que les scientifiques doivent remplir. Mais scientifique, lui, c'est un autre problème parce qu'il introduit après le diplôme des questions de recherche scientifique. Et les recherches scientifiques, beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a autour. Il y a deux directions dans la recherche scientifique. Avant ces deux directions, au départ, on est chercheur. Quand on a trouvé, alors on dit on est savant. En tant que chercheur, on a deux directions. Soit on fait la recherche scientifique pour découvrir quelque chose de nouveau. Alors on dit, si vous réussissez, il y a un jury international qui vous donne un prix Nobel parce que vous faites reculer l'ignorance des hommes. C'est important parce que la santé en a besoin et qu'on sache qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que ceci. Donc, c'est la découverte. Vous avez un prix Nobel et vous êtes gratifié de 30 millions d'euros. Mais tout votre savoir doit être publié. Ça, c'est une direction. Donc, l'autre direction, c'est plutôt la recherche en vue d'invention. Seulement, il y a des obstacles qui font que les Africains sont souvent bloqués. Pourquoi? Parce que si vous cherchez en vue d'invention, moi j'enseignais en ce moment, à cette époque-là, à Paris 6, Jussieu, j'étais passionné de véhicules solaires, j'étais passionné de téléphonie rurale. Et en ce moment, on m'a dit, si vous faites une recherche en vue d'obtenir brevet d'invention, vous ne pouvez pas l'obtenir en tant que salarié parce que c'est la boîte qui t'emploie, qui te paye et vous lui devez donc tout votre savoir. C'est ce qui m'a amené à démissionner et à essayer de vivre de mes propres débrouillages. Et donc, ça. de toute façon, sur les démarches, on va y revenir. Donc, comment faire pour développer les capacités de recherche en Afrique, les capacités de recherche scientifique, je veux dire? Parce que nous vivons une époque où la science aujourd'hui, elle est faite, mais ce qui l'ont construit,
c'était souvent, parfois, des gens comme Galilée, des gens comme Descartes et autres. C'était des gens indépendants. C'est la passion qui les animait. Ils vivaient de leur vie propre et souvent, ils ne s'entendaient pas avec les gouvernements. Ce qui est le cas aujourd'hui aussi pour les chercheurs indépendants, ils ont des difficultés en Afrique. Cheikh Anta Diop en a eu, c'est le premier, mais c'est eux qui font avancer la société. Maintenant, on a, après les résultats spectaculaires qu'ils ont obtenus en Europe avec la première et la deuxième révolution industrielle, les États se sont dit, on va créer un centre de recherche scientifique. Certains États. Et c'est ça qui fait qu'on a des chercheurs qui sont salariés. Mais s'ils font des recherches, c'est sous la direction de ce que leur patron, le chef de l'organisme, demande. Donc, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui font des recherches, mais ils ne font pas de recherche pour l'Afrique. Parce que pour la faire pour l'Afrique, on dit, il faut que vous ne soyez pas salarié et que par conséquent, vous devez vous débrouiller de vos propres moyens. Si par hasard vous réussissez à avoir un brevet d'invention, parce qu'il y a plusieurs hiérarchies, qui est donné par un jury national. Alors, on vous dit, vous avez le brevet national pour le pays. Par exemple, moi, j'avais déposé pour la France au début. Et la France, ça a demandé beaucoup de temps, toujours été au bout de 2 ans, on m'a donné un brevet d'invention. Ensuite, ils m'ont dit, comme c'est dans les moyens de transport ou de télécommunication, il faut déposer dans la zone Europe qui lui coiffe la France. Donc j'ai été à Munich déposer ce brevet, cette demande de brevet d'invention. Parce que sinon vous ne pouvez pas avoir le brevet mondial. Quand Munich a accepté de me donner pour toute la région Europe, c'est-à-dire pour les 35, pour les 25 pays ou plus, après j'ai déposé aux Nations Unies à Genève. Et c'est après, en 2002, Genève a confirmé le premier brevet pour ces véhicules solaires-là, de ce type. Il y a le bateau, le train, mais je pouvais ajouter l'avion, puisqu'ils m'ont invité en France à préparer un projet d'avion solaire. Ce que j'ai fait, et puis ils l'ont trouvé positif, mais il y a les problèmes de nationalité, puisqu'ils m'ont dit, bon, les polytechniciens ont discuté, donc sur le plan de l'avion solaire, tu peux construire, mais on peut te donner l'argent, seulement vous avez la nationalité sénégalaise. Est-ce que le Sénégal peut donner la moitié de ce que des frais nécessaires? Ça, on va y revenir surtout sur le contenu et l'invention même. On va rester sur la recherche scientifique, surtout en Afrique. Oui. Le plan d'action de Lagos adopté par les dirigeants africains avait demandé au président du continent de consacrer 1% de leur PIB à la recherche scientifique et au développement. Cela fait maintenant 30 ans, mais il n'y a pas cet engagement qui a été respecté. Est-ce que vous pensez que ces genres de mesures doivent favoriser la recherche, en fait, histoire de prendre une partie du PIB et de le consacrer à ces recherches pour le développer? Ça, c'est très dangereux pour le continent actuel, parce que ça n'encourage pas la recherche scientifique. Et c'est vrai que les idées que les politiques ont, c'est de dire, je vais chercher des investisseurs extérieurs, ils vont développer l'emploi. Mais pour l'instant, ça n'a pas pu donner des résultats spectaculaires, puisque le chômage est toujours présent en Afrique. Et ils n'ont pas de recherche. S'ils l'avaient fait, et puis deuxièmement aussi, la recherche scientifique peut donner beaucoup de possibilités. D'abord, elle a comme retombée la sécurité, c'est-à-dire l'armée peut utiliser les moyens fabriqués par les chercheurs pour pouvoir défendre mieux le pays. Et aussi d'autres possibilités pour améliorer la prospérité économique du pays. Mais comme ils pensent qu'en étouffant la recherche, ils peuvent avancer, ils ne sont pas seuls, parce que souvent les multinationales aussi ne veulent pas avoir des concurrents sur place. Ils font tout pour ne pas avoir. Or, moi j'interprète l'histoire ainsi. On a pris les indépendances en pensant que la France va nous aider à développer l'Afrique. Parce que dans les accords de coopération, ils disaient se charger de la recherche, se charger de ceci, etc. Comme après 50 ans,
ils n'ont pas donné l'idée qu'ils peuvent développer l'Afrique, c'est à nous-mêmes de faire tout pour développer notre pays. Évidemment, quand on développe notre pays, et on va fabriquer des biens qu'on importait avant. Or, les multinationales ne veulent pas ça. Donc, comme ils sont plus puissants, parce qu'ils sont plus écoutés par nos présidents que nous-mêmes, ça donne l'état actuel. Mais actuellement, on est menacé par Boko Haram, comme d'autres facteurs aussi. Ça, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas toujours compter sur l'extérieur. Bon, on sait que tous ceux qui viennent, ceux qui veulent envahir le continent, par terre, ils viennent de ce côté-là, du monde arabe et des machins comme ça. Il faut que nous-mêmes, nous construisons nos moyens pour nous défendre. Et c'est ainsi. Parce que si nous comptons sur l'extérieur, si les attaquants sont assez puissants pour durer dans l'attaque, je verrai très mal un pays européen qui capitalisant 500 morts, 2000 morts, 4000 morts pour l'Afrique, va rester. Le peuple européen va commencer à protester, à faire des marches, et on nous abandonne à notre sort. Prenons nous-mêmes nos précautions. Il y a des capacités intellectuelles qui sont produites chaque année. Il y a des gens qui se dévouent pour faire la recherche. Alors il faut les aider pour que demain, on n'ait pas besoin qu'on nous change de colonisateur, que nous-mêmes, nous puissions nous défendre, assurer la sécurité. Quelle doit être l'orientation scientifique en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, on voit que la majeure partie de ces travaux scientifiques sont d'ordre agriculture ou santé. Mais sur les sciences et la technologie, ça représente que 29%. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné passer par prioriser en même temps ces dernières recherches? Il faut prioriser ça. Et il faut avoir le courage de résister aux tentations des multinationales. C'est ça qui peut nous sauver dans l'avenir. Si nous ne le faisons pas, du côté de l'Asie, il y a des nouvelles puissances qui se déclarent. Au début, ils sont toujours sympathiques. Peut-être plus tard, je souhaite qu'ils soient sympathiques. Mais si par hasard, ils décidaient de coloniser encore l'Afrique, on n'a aucun moyen de défense. On ne produit rien. On a compté sur l'extérieur pour nous défendre, pour nous protéger, etc. etc. Et l'extérieur a des limites. Vous voulez parler de la présence chinoise? De la présence chinoise. Aujourd'hui, ils sont sympathiques. C'est bien. L'Inde aussi est sympathique. Actuellement, ils mènent une sorte de guerre économique pacifique. Parce qu'on entend, on voit des véhicules qu'ils vendent au Sénégal, qu'ils vendent dans toute l'Afrique. Si vous prenez les dossiers sur les transports publics, ils ne sont pas assez présents au Sénégal, mais si vous allez dans l'Afrique de l'Est, ils sont très présents. Si vous allez au Kenya, en Tanzanie, qui les fournit en autobus? Ce n'est pas la France, c'est l'Asie, etc., etc. Si vous prenez dans le domaine des chemins de fer, actuellement, l'Afrique n'a personne. Ceux qui faisaient les chemins de fer qui étaient fabriqués en Afrique, c'était l'Afrique du Sud. Mais c'est les chemins de fer à vapeur pour les mines. Toujours est-il qu'il y avait une usine qui fabriquait des trains. Mais depuis que Mandela est venu au pouvoir, il a cru bien faire de nationaliser. Bon, il a nationalisé. Mais au sommet de cette société nationalisée, on entend des corruptions. Toujours est-il que depuis 15 ans, ils n'ont sorti aucun train. Donc l'Afrique actuellement n'en fabrique pas. Moi, je comptais sur eux parce qu'il me fallait trouver un partenaire industriel. Enfin, de toute façon, vous avez des solutions, vous avez beaucoup de trucs à proposer. On va y revenir. Et ce n'était pas possible. Pour vous, quelles doivent être les perspectives de la recherche scientifique dans notre pays particulièrement? Ce qu'il faut, il faut que le budget de la recherche scientifique change et qu'ils prennent un peu au sérieux ceux qui font de la recherche scientifique. Parce que si vous prenez un ministre sénégalais comme ailleurs, pour eux la recherche scientifique c'est l'université, on leur a donné l'occasion d'enseigner, et puis les laboratoires, bon, on va demander à tel de nous équiper nos laboratoires, et puis ça y est. L'Afrique n'est plus comme ça. Il y a
10 ans, j'écrivais à Alpha Oumar Konaré, qui était président de l'OUA, je lui dis, actuellement l'Afrique change de cette façon imperceptible pour les politiciens. Les gens qui ont changé l'Europe, que ce soit les inventeurs de trains, et même avec Siemens qui a inventé le train électrique à caténaire, les inventeurs de l'automobile, les inventeurs de l'aviation, je disais à Alpha Oumar Konaré, ces hommes-là commencent à apparaître sur le continent. Ils ne sont pas nombreux. Mais il faut les aider. C'est eux qui vont faire une révolution industrielle pour le continent et inverser la courbe. Au lieu que nous, on ne rêve que d'aller émigrer en Europe à cause des salaires, parce qu'il y a ce qu'on appelle en Afrique, en économie, le problème des avantages comparatifs. Il y a des terres, tu cultives, mais un me dit, si je reste chez moi, cultiver 10 ans, au bout de 10 ans, j'aurai de quoi acheter une maison. Tandis que si je vais en Europe, au bout de 3 ans, j'ai de quoi acheter une maison. C'est le problème d'avantages comparatifs. Et je leur disais, il faut maintenant aider ces gens-là. Il faut les comprendre. Si vous prenez, je suis sûr, un ministre actuel de la recherche scientifique au Sénégal, tu lui dis, bon, les gens qui inventent là, qu'est-ce que vous leur donnez? En comparaison de ce que fait l'Allemagne pour ses chercheurs qui vont dans le sens de l'invention, de ce que fait, il n'y a que la France qui donne le moins. Et encore, la France veut te confier à une grande multinationale. Si elle est d'accord avec ton brevet, elle va te trouver de quoi manger. C'est la France qui est comme ça, parce que la France préfère faire des recherches pour découverte. On ne la cite jamais dans les très grandes inventions qui ont secoué le monde. Et je crains que nos intellectuels qui sont au fond de la science en Afrique, au Sénégal en particulier, prennent ce modèle-là. Ce n'est pas le meilleur modèle. Il faut le dire, c'est pas machin. Il faut changer, encourager ces gens, accepter le chercheur, on le connaît, ce n'est pas un politique, hein, il a son franc-parler. Se dire qu'on va leur demander quelle contribution ils peuvent apporter à la prospérité économique et à la sécurité du pays. Et ne pas leur demander est-ce que vous militez, quel parti, c'est pas ça, c'est l'intérêt général qui doit compter. Il ne faut pas politiser les choses. Voilà, en fait. Faut pas politiser. Voilà, parlons de votre invention. D'où est née l'idée d'inventer ça? Vous êtes, je le rappelle à nos téléspectateurs, en fait, vous êtes inventeur de ce train et du bateau électrosolaire. Oui. Avant de nous expliquer son fonctionnement, sa naissance, ça vient d'où? Alors, en fait, au début, je me suis passionné pour les courses de voitures, pour les voitures électriques qui n'existaient pas d'abord, mais qui commençaient. Ensuite, j'ai ajouté maintenant, je me suis dit, bon, électrique, c'est bien, mais si on fait du solaire, ce serait bien. Et j'ai présenté la première voiture solaire en France au concours Lépine avec mon ami Pierre Negro. On nous avait facilité. On n'a rien eu à payer pour avoir l'espace pour exposer. On a exposé. Ça, mais c'était une voiture. Oui, c'était une voiture qui roulait, qui était bricolée. En fait, c'était une toiture plate qu'on avait, mais on pouvait rouler. La capacité des batteries nous donnait 90 km à l'heure, 90 km d'autonomie à l'époque. On pouvait gérer la vitesse de sorte à faire au moins 90 km. Après, j'ai réfléchi, mais avant de me tourner définitivement pour le solaire, je tentais de faire la téléphonie rurale. C'est-à-dire permettre aux villageois de téléphoner de quelque coin qu'ils se trouvent, en ville, etc. Parce que les coûts des téléphones à l'époque, quand on téléphone à son village de France, étaient très élevés. Là, j'ai eu de grandes difficultés. Je m'apprêtais à déposer un brevet d'invention sur ça. Et puis un jour, j'ouvre un journal, je vois que ce que je suis en train de faire, ça se faisait chez le Suédois Ericsson et chez l'inventeur des SFR, et qu'il faisait des essais en Afrique du Sud, c'est-à-dire faire à grande distance ce que je fais. Alors, la différence, c'est que moi, avec mon portable que je voulais installer, c'est que si vous prenez le portable que vous avez actuellement avec vous, celui que j'ai qui permet de téléphoner, les émetteurs les plus proches, l'émetteur le plus proche, il est à 30 km au maximum. Dans les grandes villes,
il est parfois à 500 mètres. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des fréquences très élevées qui font qu'ils ne peuvent pas franchir les bâtiments. Donc, moi, je me suis dit, je vais prendre des fréquences qui sont plus basses, mais ces fréquences-là ne donnent pas autant de capacité. Par exemple, avec les portables actuels, vous pouvez mettre beaucoup d'abonnés. Vous mettez plusieurs émetteurs, tous les 30 km, et comme ça, vous mettez un système informatique qu'on appelle le handover, et si quelqu'un appelle ici, le handover va trouver à quelle distance il se trouve et actionner l'émetteur le plus approprié. Moi, le mien, j'ai une distance de 100 km au lieu de 30 km. Et je pouvais faire, mais j'ai une capacité moindre. Mais si on avait appliqué ça au Mali, ce qui s'est passé ne se passerait pas. Parce que les djihadistes, ils foncent avec leurs véhicules. Comme les portables actuellement ont entre eux et l'émetteur, il faut 30 km, les voitures franchissent facilement 30 km en très peu de temps. Le temps d'avertir la caserne à côté et tout ça, ils sont passés. Tandis que le mien, au moins, avant de franchir 100 km, on attend d'avertir qu'il y a des choses qui se préparent. Mais il a une mauvaise capacité. Seulement, quand je vais, des gens m'ont envoyé, des travailleurs maliens m'ont envoyé pour installer ça à Yelimane. Si je vais là-bas, au Mali, il faut voir le directeur des fréquences, ça c'est l'opérateur national. Je le vois, il me dit non, on va le faire. Jusqu'ici, il n'y a rien de fait. Alors que vous étiez parti juste pour ça. Oui, j'étais parti, c'est eux qui avaient payé mon billet et tout. J'étais parti pour ça. Non, monsieur Diouf, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Dans un autre pays, pareil, jusqu'à 3 pays. Après, il y a j'écris au président de la République du Mali. Ils ont quand même été gentils parce qu'il y a un ministre qui m'a dit c'est qu'il faut que tu attendes la dérégulation. Mais ça, pour l'instant, on a un opérateur national qui fait tout. Il y a un qui me dit, même quand tu écris au président du Mali, France Télécom, chaque année, il vient faire le tour, il apporte une voiture à chaque grand patron de télécom, et toi, tu n'apportes rien. Je dis, moi, ça c'est vrai, je ne peux rien apporter. Ce qui m'a fait abandonner pour me tourner vers le solaire plus. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui un peu plus connu pour le solaire. À l'époque où on disait aux élèves des grandes écoles, si vous voulez être pris au sérieux, n'étudiez pas le solaire, ni l'éolien. C'était ce qu'on nous disait en France. Moi, je me suis entêté, je suis allé dedans et voilà. Parlons du financement. Donc, de cette intervention, il n'y a pas eu pas mal de difficultés? Pas mal. Les difficultés que j'ai eues avec ça, c'est au niveau de l'État sénégalais. Mais ça peut arriver à tous les États. C'est-à-dire, l'homme politique est en retard par rapport aux scientifiques. Parce que ce soit les télécommunications ou les transports, celui qui veut fabriquer, il est obligé de demander à l'État une concession ou une licence pour faire. Alors, pour la licence de téléphonie, j'ai des collègues qui pourtant travaillent à la Sonatel qui m'apprécient bien. Quand j'ai écrit à l'époque du président Wade, on m'a répondu, il faut donner 1 milliard comme tout le monde, 10 milliards, comme ça tu peux fabriquer. J'ai laissé la téléphonie. Je suis resté dans le solaire. Le solaire, je demande à avoir une concession pour faire au moins des autorails, des petits trains, des trucs comme ça. On m'écrit, on me répond que un noir inventé des choses comme ça, des trains, des bateaux, le président me dit ce n'est pas possible. Il faut rentrer en France il faut rentrer au Sénégal au lieu de vieillir en France. Comme ça, je vous donne un Qui vous a dit ça? Le président Wade. J'ai toujours sa lettre. Le ministre actuel, ça m'a un peu tourné. Je suis allé, j'ai fait mes enquêtes, j'ai demandé quand le président Wade vient à Paris, quelle personne il voit souvent. On m'a dit il y a un journaliste qui s'appelle John. Son bureau est en haut de l'ambassade. Je suis allé voir M. John. J'ai dit, M. John, voilà la lettre que j'ai écrite au président, voilà le brevet, voilà sa réponse. Il lit ça. Il me dit, ça c'est très grave. Est-ce que je peux photocopier le brevet? Et vous venez me voir dans 15 jours. J'ai dit, d'accord, il a photocopié et puis je suis parti.
avant 15 jours, je reçois une lettre de M. Baldé, secrétaire général du gouvernement. Ah, vraiment, on te félicite, on ne pensait pas qu'un noir pouvait faire ça. Un autre qui était à l'époque ministre de l'énergie, aujourd'hui président de la République. Il me dit, on te félicite, mais ça, on ne pensait pas qu'on doit faire ça. Nous te félicitons, mais je n'ai aucune somme d'argent. Donc, 12 ans et demi que Wade a dirigé, c'est pour moi 12 ans et demi perdus. Un brevet d'invention, au contraire du prix Nobel, on te donne 20 ans le monopole. C'est-à-dire, si quelqu'un veut tricher ou fabriquer sans ton consentement, tout son chiffre d'affaires t'appartient. 20 ans seulement. Or, avec Wade, j'ai perdu 12 ans et demi. Celui qui est là, parce que probablement ses conseillers aussi ne connaissent pas, le président Macky Sall ne connaissent pas les questions de science et d'invention. Depuis qu'il est venu, ça fait 4 ans et demi, je n'ai toujours rien. Mais je pense aller au Sénégal. Est-ce que vous avez essayé de l'approcher pour lui exposer tout ce projet? Il faut dire que je n'ai pas, ça c'est vrai, je ne l'ai pas approché, mais il y a autour de lui qui m'avait dit, il faut venir au Sénégal, on te donnera les concessions que tu demandes. Donc je me prépare là à aller au Sénégal pour leur dire, si j'ai ces concessions, ça va, encore utile. Si je n'ai pas de concessions, parce qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à m'écrire, hein. C'est moi qui ai voulu faire tout au Sénégal, mais il y a moins de 5 ans, il y a un pays qui m'avait dit, venez vous installer chez nous, on vous donne tous les papiers, tu vas commencer et on va te donner 50 millions dès que vous signez l'accord. Tout de suite, 50 millions CFA. J'ai dit non, il faut que je fasse au Sénégal. Donc, si je pars cette année, je vais dire au président Macky Sall ou la personnalité qu'il voudra me faire rencontrer, si vous ne voulez pas, je ne fais rien, je quitte le Sénégal, je vais aller ailleurs. Le président Abdoulaye Wade qui disait à l'époque, en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. N'est-ce pas une apostrophe à l'égard des chercheurs? Non, ça c'est son équation personnelle qu'il a perdue, parce qu'il ne savait pas que j'étais en contact avec... il avait fait une association qui s'appelle Savoir Plus. J'étais en contact avec eux et ils m'ont dit vraiment, nous sommes désolés. C'était dirigé par un centralien d'ailleurs. Il m'a dit, je suis désolé, parce qu'il a demandé les photocopies, il a vérifié tout ça. Il a dit, le président qui dit qu'il va nous amener des savants, des machins, mais dans son pays, voilà, il ne vous amène pas. Tu vois, il a préféré aller vers l'Inde. À cette époque, les Indiens avaient lu mes inventions et j'ai des lettres, ils voulaient me mettre en contact avec l'État il y a un État où il y a beaucoup d'ensoleillement et tout ça là. C'est une grande capitale d'ailleurs. Et ils voulaient que je travaille avec eux parce qu'ils n'ont pas de train solaire. Wade ne le sait pas. Ce que je conseille au chef d'État, avant d'aller à l'extérieur, regardez si dans votre pays, il n'y a pas des capacités scientifiques que vous cherchez d'abord. Parfois, ils sont cachés, mais si vous demandez à votre ambassadeur ou vous payez quelqu'un qui ne fait que ses investigations en France, il finira par trouver. Parce que c'est beaucoup plus prudent que de se lever, faire des discours. Personne ne doute que le président Wade, sur qui je comptais, puisque j'avais fait beaucoup de campagne pour lui, hein, c'est un des plus cultivés d'Afrique. Qu'il voulait développer le Sénégal, oui. Celui qui est là aussi, quand il fait un discours, il veut développer le Sénégal, oui. Mais il faut qu'il comprenne que l'homme politique seul ne peut pas. Pourquoi? Ça, c'est une loi de l'économie. Supposons que le président actuel veut multiplier le volume d'emploi par 2. Les financements dont il a besoin, c'est le résultat des impôts et des taxes. Ceci, on ne peut pas les multiplier par 2. Donc, il peut employer une partie, mais il ne peut pas faire ce que le privé peut faire. Prenons le plus grand inventeur, le plus grand qui vient de l'extérieur, Calcutta. C'était quand je parlais de l'Inde, je parlais de l'État de Calcutta. Le plus grand entrepreneur français en Afrique qui fait beaucoup parler de lui, Vincent Bolloré. Il emploie au total dans toute l'Afrique francophone 55 000 emplois. C'est bien, mais un grand inventeur qui veut fabriquer des automobiles, des bus ou des trains, tu as tout de suite 300 000 emplois. Et il faut qu'ils se disent, les choses ont changé.
du temps de Abdou Diouf, comme je vous l'ai dit, la courbe des capacités potentielles, des potentialités scientifiques et techniques était encore faible. Sous Senghor, on comptait, le nombre d'ingénieurs n'était pas grand. Sous Abdou Diouf, il était plus grand, mais n'avait pas atteint la masse critique. Macky Sall, Abdoulaye Wade, c'est sous Abdoulaye Wade que les choses ont changé. Quand il prend des décisions, je vais aller chercher des investisseurs extérieurs, sans regarder cette courbe-là d'augmentation des potentialités scientifiques. C'est la seule qui compte. Si tu ne le regardes pas, eh bien, tu vas faire de graves erreurs et les sciences sont très importantes. Parce que quand les Européens ont réussi, dans les années 1300, après des essais nombreux, à faire la poudre à canon et le fusil, c'était difficile. Mais ils ont continué, parce que des fois en science, quelqu'un fait une investigation, il meurt, ses enfants laissent tomber. Mais cette fois, ils ont continué jusqu'à trouver le fusil. Ils étaient sous colonie arabe. Une colonisation qui date depuis 780. Mais quand un jour, il y a une révolte qui s'est passée d'abord en Serbie, alors l'État turc est venu pour mater. Les insurgés sortent le fusil, ils tirent. Ils voient l'État, les soldats s'enfuir. Ils disent maintenant indépendance. L'Espagne, c'est pareil. Vers 1400, ils vont avoir l'idée que désormais le fusil existe et le canon. Quand maintenant il y a des insurgés venant des montagnes en Espagne et que l'État arabe est venu pour mater, ils ont sorti le fusil, ils ont tiré. L'État arabe est revenu, ils ont tiré, ils ont fini par fuir. Ils ont dit maintenant indépendance. C'est comme ça que les choses commencent. Parce que la recherche scientifique peut bouleverser. Si vous prenez un exemple plus simple, quand la France avait un grand général, Napoléon Bonaparte, qu'on n'oubliera jamais, mais ils ne diront jamais un des facteurs qui l'a fait partir du pouvoir. Bonaparte venait de Russie, où il a perdu beaucoup d'hommes, et il venait donc pour se préparer à reprendre. Comme l'Europe était unie, les Anglais, les Russes, les Allemands, les Autrichiens, ils se sont dit on ne lui donne pas le temps de se repréparer. Alors, il s'est trouvé quelques années avant, il y avait un Américain qui était un chercheur, qui disait, il s'appelait Selton, il a dit, les bateaux marchent avec la voile, moi je veux mettre un moteur dessus. Il a fait, ça a marché. Ses copains français étaient contents, on va vous présenter à Bonaparte. Alors, Bonaparte le reçoit, pourtant il aimait beaucoup les scientifiques, mais là va apparaître une erreur très grave pour lui. Il va dire, après tout, Selton est américain, cette invention ne m'intéresse pas. Selton donc, découragé, dit qu'il va rentrer aux États-Unis. Mais pour rentrer aux États-Unis, il faut passer en Angleterre. Attendre un bateau qui t'amène. Il passe en Angleterre, le bateau mettait du temps à être préparé, 1 semaine, 2 semaines, il s'en va contacter l'amirauté. Il dit, voilà ce que je faisais en France, maintenant la France a refusé, moi je vais aller le faire aux États-Unis. Les marins, l'officier de marine, lui dit, tu sais faire ça? Il dit, oui. Il dit, si on vous donne de l'argent, vous allez faire un prototype? Il dit, oui. On lui fait, il fait un prototype qui marche. On lui dit, fais-en 10. 10 marches. Et puis Nelson lui dit, fais-moi 200, 300. Il fait. C'était à l'époque, Bonaparte était en Russie ou dans ses guerres. Cette fois-ci, quand il revient en France pour se reposer et préparer la contre-offensive, les Anglais attaquent par la mer. Ce jour-là, le vent soufflait en sens contraire. Aucun bateau à voile n'était assuré d'avancer. Nelson dit, il faut envoyer les bateaux à moteur. Ils viennent devant la rade de Toulon. Ils bombardent tous les bateaux français. Il dit, maintenant, vous signez le cessez-le-feu. Le Français dit, je ne peux pas signer la paix, mais je signe le cessez-le-feu. On dit à Bonaparte, bon, il faut signer, puisque vous avez perdu. Il dit qu'il ne signe pas. On dit embargo. Tout le sucre, la France était premier producteur de sucre, mais tout le sucre qui venait par bateau des Antilles, on dit, tournez-vous vers l'Angleterre. C'est embargo. Il ne faut pas négliger les inventions, ni la recherche scientifique. Bien sûr, faut lui accorder. Et ça, on n'en parlera jamais. C'est ça qui a été... Parlez-nous du fonctionnement de cette invention. Comment ça fonctionne en fait le contenu?
Alors, le fonctionnement est simple, c'est dû au fait que je vais prendre l'énergie solaire, les photons, je les transforme en courant électrique, mais je ne suis pas le premier à faire ça. Mais si ils l'ont appliqué dans d'autres domaines, hein, parce que c'est normal, la recherche obéit à des directions qui souvent dépendent de la culture et de la mentalité du pays et des besoins du pays. Donc je ne suis pas plus intelligent qu'eux quand on a parlé d'énergie solaire et des photons qu'on peut transformer. Les Européens sont allés dans le sens du laser où ils ont trouvé des puissances formidables. D'autres sont allés dans d'autres types de machins. Moi j'ai dit, je vais prendre l'énergie électrique apportée par la lumière et je vais prendre un courant, je peux le trouver, et avec ce courant, je vais exciter un moteur électrique. Comme tout train électrique, le train électrique fonctionne avec moteur électrique. Les voitures électriques fonctionnent avec moteur électrique. Il faut trouver une puissance suffisante pour pouvoir les exciter et avoir des vitesses comme 100 km/h. Après, je dis, s'il n'y a pas de soleil, comment on fait? C'est pour ça que je mets des stockages de batteries. Et c'est après, comme on lit beaucoup, que je me suis rendu compte qu'en Allemagne, ils ne faisaient pas l'énergie solaire, mais ils avaient réussi à inventer des véhicules qui marchaient simplement avec stockage de batterie. Ils l'ont continué parce que les premiers métros, avant le métro, il y avait des véhicules électriques qui étaient en concurrence et des véhicules à essence. Les véhicules à stockage par batterie existaient et plus tard aussi, ils ont fait même des trains qui circulaient en Bretagne, à Toulouse. J'ai visité tous ces trucs-là, des trains qui fonctionnaient. C'était en 1930, vers 1930, on a découvert d'une part on pouvait utiliser le courant électrique en tant que pour propulser des trains. Parce que Siemens, son invention, c'est en 1878. Stephenson, c'était le train qui marchait à vapeur. Donc, à partir de 1930, les gens vont commencer à dire c'est plus rentable de laisser les accumulateurs parce que effectivement les progrès techniques n'étaient pas tellement avancés. Et ils ont pris ces trains-là et ils ont pris le moteur à essence. Pourquoi? Parce que c'était plus facile de fabriquer l'essence. Mais les premières voitures qui ont franchi 100 km/h, les premières voitures sont des voitures électriques. Tout le monde le sait, mais ils ont laissé. Donc je me suis dit, je fais cela. Après cela, j'ai vu que pour le bateau, c'est pareil. La seule chose, c'est que au lieu de prendre des toitures plates, que j'appelle toitures de conversion électrique, moi j'ai imaginé des toitures de captation, c'est-à-dire qui donnent plus de puissance. C'est-à-dire, sur la surface projetée, c'est la même, mais la toiture de captation peut donner 10 fois, 20 fois plus de puissance que la toiture plate. Donc c'est ça que j'ai pensé. Et cette technique peut marcher sur tous les moyens de transport? Actuellement, tous les moyens de transport. J'avais écrit au président Amadou Toumani Touré, parce que j'avais un complice qui était député au Mali. J'avais écrit, je lui ai dit, Monsieur le Président, si vous voulez faire un chemin de fer allant de Ansongo, qui est au nord du Mali, près de la frontière avec le Niger, jusqu'à Bamako, vous pouvez demander à tous, dans cette région semi-désertique, il n'y a que moi qui peux le construire. Il a dit à mon ami, je vais voir ce monsieur-là, c'est Atadjouf, je vais venir à Paris, vous me le présenterez. Je suis venu. Je l'ai trouvé dans son hôtel à 5 étoiles, on lui dit voilà monsieur Atadjouf. Il m'a bien reçu avec son épouse et tout ça. Lui, il était attentif aux scientifiques. C'est que les scientifiques aussi, souvent, ils ne font pas beaucoup de recherches. Et puis, ils sont très contents d'être en bureau, où ils sont quand même directeurs. Pourquoi ce projet avec le président malien n'a pas été effectif? C'est qu'on l'a fait tomber. C'est qu'au moment, c'est qu'il y a un autre problème, c'est que lui, il est président. J'avais écrit pour faire un tramway au Mali. Mais à l'heure actuelle, tu écris des choses comme ça, on envoie la lettre à Alstom, ou bien on envoie à Bolloré, ou on envoie en France. C'est pas le premier pays, c'est comme ça. Parce qu'ils ont des gens qui veulent un peu plus d'argent et ça fonctionne comme ça. Et j'ai fait la même chose pour le Burkina. Le tramway n'est pas sorti. Vous voulez dire qu'en fait, c'est toujours les mêmes multinationales qui bloquent la chose? C'est eux qui bloquent.
C'est eux qui bloquent. Et eux, ils disent qu'ils ne veulent pas de concurrents. Seulement, si tu ne veux pas de concurrents, il faut être sûr que tu peux être à la pointe, au sommet de la créativité. Ce qui n'est pas le cas, parce que moi, on m'a dit, il y a un professeur des ponts et chaussées qui m'avait dit, il me rencontrait souvent à la bibliothèque de SNCF, toutes les bureaux. Il me dit, mais tu es toujours ici, les Noirs, il y a très peu, il n'y a que toi qu'on voit ici. Pourquoi vous venez? Je lui ai dit, parce que j'ai inventé. Inventé quoi? Je dis un train. Il dit, ah bon, est-ce que tu as les papiers? Je dis oui. Il dit, on ne discute pas ici, on va discuter dans un café. Après, il m'a dit, vous travaillez par passion. Mais les multinationales, eux, ils regardent combien d'argent ils gagnent ou ils perdent avant de faire la recherche. Je dis, moi, je ne regarde pas ce que je gagne. Il dit, attention, ils peuvent vous flinguer un jour. Parce que vous leur faites perdre beaucoup d'argent. Donc, j'ai dit, bon. Pourquoi vous avez des difficultés à trouver un partenariat industriel pour matérialiser cette invention? Ah, c'était ça ma difficulté au début. Mais par la suite, j'ai trouvé. Parce que nous, comme on nous a dit aux Nations Unies, des gens qui ont des brevets d'invention, qui n'ont pas d'atelier ni d'usine, ils font à peu près moins de 1%. Donc, dans le monde, pour les brevets donnés par les Nations Unies. Donc, je fais partie de ça. Mais première condition, il faut que vous ayez un partenaire technique. Et partenaire technique, c'est quelqu'un qui sait construire. Vous lui donnez le plan, il construit. Je cherchais en Afrique du Sud, je n'ai pas pu le trouver parce qu'il ne fabrique plus. Je suis donc obligé de rester en Europe. Mais j'ai trouvé. J'avais trouvé la Chine. À l'époque, les Chinois m'avaient dit qu'il y a 2 constructeurs de trains en Chine. Un qui se trouve dans le nord, vers la Mongolie, vers la frontière avec la Mongolie, qui s'appelle China North Railway. Mais eux, ils m'ont dit, on va te trouver avec le constructeur du sud qui est à Shanghai, China South Railway. Alors, ça marchait bien, jusqu'à ce qu'à un moment, ils me disent ce qu'on veut, c'est que le brevet d'invention, vous l'appliquez en Afrique et vous nous laissez le faire pour l'Asie. J'ai dit d'accord, mais il faut un peu d'argent. Donc c'est cette question d'argent qui a bloqué. Mais j'ai actuellement un partenaire technique qui est assez sérieux, qui est assez bon. Ce qui reste, il nous oblige maintenant, ça c'est normal, toute entreprise doit avoir des actionnaires. Ça c'est les partenaires financiers. C'est peut-être ça qui restait, mais j'ai bon espoir avec ce que me disent mes amis, que ceci va avancer. Là on est... Parce que l'invention a été faite, a été brevetée depuis 2001. Oui. Là, on est à la 15e année. Oui, la prescription, c'est 20 ans. 20 ans. Donc, il reste que 5 ans pour que ça parte dans le... 4 ans, disons. 4 ans. Oui. D'ici les 4 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai préparé des brevets pour améliorer. Je vais au Sénégal. Si, je leur dis comme j'ai dit, s'ils ne veulent pas, je vais aller dans un autre pays, mais il y a des pays qui sont prêts déjà. D'autre part, le Sénégal, ce n'est pas son habitude, mais si je regarde les financements de projets qui se font sur le continent, vous prenez la Guinée, elle fait des garanties d'État. C'est-à-dire, elle dit, vous voulez faire une entreprise ici, donc ce que vous empruntez, c'est moi, l'État qui garantit. Le Sénégal n'est pas comme ça. Ils ne font rien pour les inventeurs. J'ai écrit récemment à l'ambassadeur du Sénégal en France, M. Bassirou Sène, je lui dis, chaque année, au Sénégal, le gouvernement paye les brevets d'invention déposés à l'OAPI et moi je paye tout seul. Est-ce qu'il est prévu, est-ce que vous pouvez m'aider à payer les taxes de brevets d'invention qui sont autour de 600 €? Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Ils ne font rien et les gens qui entourent le président actuel n'ont aucune idée sur l'invention. Pourtant, il y a des gens qui me disent qu'ils ont inventé aux États-Unis tout ça. Je dis peut-être ils vont changer la mentalité du président. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il ne nous donne rien. Parlons de l'énergie. Oui. Aujourd'hui, 600 millions d'Africains sont privés d'énergie. Et 70% de cette proportion sont subsahariens. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce déficit énergétique? Alors, le déficit énergétique, c'est dû au fait que c'est une question de progrès scientifique. D'une part, au départ, on pensait que l'énergie classique que fait l'EDF, c'est-à-dire on peut faire tourner une centrale soit avec le pétrole, soit avec les rivières, soit etc.
c'est ça qu'on a trouvé le premier, et nous, comme on était sous colonisation française, on a commencé à s'occuper de ça, à installer tout au Sénégal, à Dakar, si ce n'est principalement, tout au moins. Donc, on ne connaissait pas d'autres sources d'énergie, mais parce qu'aussi on ne cherchait pas. Si vous allez du côté de l'Europe centrale, des énergies qui, comme le biogaz, étaient connues depuis longtemps, mais c'est après, parce que j'ai fait des recherches, étaient connues, vous pouvez au moins faire certaines choses pour la cuisine et tout ça, et peut-être pour faire marcher des véhicules. Ici, donc, ils nous ont dit, bon, c'est cette énergie. Et ça a donné comme inconvénient que toute la population de l'arrière-pays, pour trouver du boulot, ils viennent à Dakar. Une exode rurale considérable, à un point tel que moi qui suis du centre, on me dit qu'il y a un professeur du centre de l'université Cheikh Anta Diop qui a dit dans 50 ans, la langue sérère va disparaître. J'ai discuté avec des gens que je connaissais, dont l'ancien consul qui s'appelle Léopold Faye, qui a fait un consulat magnifique, je le féliciterai toujours. Je lui ai dit, mais c'est parce que, il me dit, parce que les jeunes sérères, pour trouver des emplois, ils vont aller à Dakar. S'ils vont à Dakar, qui ils vont marier? Les femmes qu'ils rencontrent. Donc, les sérères... Vous faites le lien entre l'exode rural et l'énergie, c'est ça? Et l'énergie. Si on change maintenant de système énergétique, ce qui est possible, dans n'importe quel endroit du pays, l'énergie solaire peut nourrir tout. On nous parle de l'énergie éolienne, mais l'énergie éolienne, l'Afrique n'est pas bien pourvue pour ça. Donc il va falloir beaucoup d'efforts pour trouver la même quantité d'énergie que dans les pays tempérés. L'énergie solaire nous suffit. On peut faire beaucoup de choses avec l'énergie solaire. Donc les énergies renouvelables peuvent être une panacée pour... Beaucoup. Ça peut libérer complètement l'Afrique de l'exode rural. On peut faire, je prends par exemple une usine moyenne qui fonctionne. Si tu regardes la puissance, actuellement, disons, on peut atteindre facilement des puissances de 5 kW. Même il y en a un notable qui est en contact avec moi, il me dit que lui, il fait du riz paddy et des corticages, mais je lui dis, il me dit, est-ce qu'on peut le faire en solaire? Je dis, oui, mais il faut me dire quelle est la consommation d'énergie. Il me dit 60 kW. Je dis, si on peut faire en solaire, 60 kW, 100 kW, on peut rester dans son endroit et créer des emplois. Il n'y a pas besoin que la population se déplace. Ça va nous éviter l'exode rural. Mais ce qu'il y a, c'est que les multinationales ne sont pas contentes. Moi, j'avais entendu, j'étais à Dakar, discuter avec des banquiers, donc Ecobank et tout ça. Et j'ai appris qu'à cette époque-là, Dakar, il était interdit de faire l'énergie solaire dans Dakar même, peut-être à l'extérieur de Dakar. Là, pour l'instant, il y a une centrale électrique en fait, qui vient d'être édifiée sur Bokhol, oui, qui va émettre avec une puissance de 20 MW. Oui. Vous pensez que c'est à saluer, ça? Ça, c'est à saluer. Mais ce qu'il y a, l'énergie dépend aussi du progrès démographique. Si on a une démographie qui double la population tous les 20 ans, 20 ou 30 ans, alors il faut, quand on fait des centrales, il faut prévoir, faire des calculs précis et les asseoir sur la démographie, l'évolution démographique. Sinon, ça c'est l'énergie classique, l'énergie électrique classique. On peut faire, on m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour le Sénégal. J'avais dit il faut réfléchir du côté des centrales solaires. On peut en faire, d'autant plus qu'il y a du sel qui ne tarit pas. Or, le sel a cette propriété de conserver les fortes températures longtemps. C'est-à-dire, si vous faites fonctionner la centrale solaire, le jour où il y a du soleil, ça marche bien. Si vous stockez dans du sel, vous allez aussi avoir la quantité pratiquement avec peu de pertes pour la centrale solaire. Mais nous on n'est pas écoutés parce que c'est un enjeu. Les accords de coopération obligent l'État à suivre des directions animées par l'EDF ou d'autres compagnies, de sorte que l'État n'est pas suffisamment libre. Et c'est ça qui fait. Or, c'est dommage, les chefs d'État
ne veulent pas informer la population sur les accords de coopération ou sur ce qu'on demande au chef d'État réellement, quelles sont les contraintes personnelles qu'il connaît. Si bien, ça fait que les gens disent, voilà, etc. Il y a même des paysans qui me disent, Daniel regarde tout babi. C'est comme ça qu'ils disent. En tout cas, il y a le Maroc qui a montré l'exemple avec l'installation de la plus grande centrale solaire au monde. Oui. Avec le Togo aussi qui a fait presque pareil. Mais beaucoup de personnes pensent que le solaire est cher. Parce que c'est l'investissement qui est cher. Ça, c'est un type de centrale. Hein, ce que le Maroc a fait, c'est un type de centrale solaire. Il y a d'autres types de centrales solaires. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'analyse. Par exemple, je dis, je prends un autobus, je le fais solaire. Je regarde l'autobus, sa durée de vie, 20 ans, 25 ans. Je regarde sa consommation journalière pour bien travailler. Je fais le calcul et puis je dis, l'autobus, il faut que dans les 20 ans, il soit amorti. J'ai fait l'idéal, hein, c'est-à-dire il y a des pannes de moteur, il y a ceci, des pièces de rechange, etc. Je suis fait de tout ça. Mais si vous le mettez en solaire, vous verrez que vous gagnez la moitié du temps. C'est-à-dire si l'autobus doit être amorti en 20 ans, vous, en 10 ans, c'est amorti. Et c'est pourquoi c'est cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs. L'Afrique ne produit pas de solaire. Il faut en mettre beaucoup d'installations de ce type qui produisent. Le prix va baisser. C'est la loi de l'économie. C'est que comme l'offre est faible, et la demande considérable, les prix montent. Ça, c'est la loi de l'économie. Si on met une centrale ou deux centrales au Sénégal, mais le solaire va baisser. On en a besoin, surtout pour faire de l'eau potable. Surtout dans les régions des autres. Et puis on a besoin pour beaucoup de choses. Moi, nous, on étudie comment réussir à conquérir le désert. On a trouvé, parce que j'entends les princes d'Arabie Saoudite vont aller acheter des terres ici, à droite, en Afrique. Hein. Ils demandent beaucoup de terres, ils l'ont obtenu surtout au Kenya, et simplement parce que ça coûte moins cher. Comme ils sont assez riches, ils n'ont qu'à demander que leur désert soit transformé. On sait qu'il y a des contraintes, ça demande, mettons, 10 ans, 20 ans, mais l'eau se trouve souvent à 600 km, 600 mètres. Au plus, chez Kadhafi, dans le désert du Tchad, sous la Libye, il y a une nappe d'eau, c'est presque un océan, il est atteint à 600 mètres. En Mauritanie, où des notables m'avaient invité pour ces questions-là. Vous voulez parler de la géothermie? Il y a la géothermie, mais il y a d'autres techniques qui permettent. Non, pour le désert, nous, c'est très clair, on nous dit, on met devant l'océan une centrale de dessalement de l'eau de mer. L'eau de mer est chargée par nos véhicules, et puis on arrose les endroits qu'on arrose. Si vous arrosez 5 km carrés en 10 ans, vous n'avez plus besoin de pluie. 10 ans, 20 ans, c'est fini. Vous mettez les arbres qu'il faut. C'est libéré. Vous avez 50 km au lieu de 5 km qui sont libres. Un mot sur la Sénélec. Aujourd'hui, les ménages ou les entreprises qui sont électrifiées sont confrontés régulièrement à des coupures intempestives. Oui, ça c'est... Est-ce qu'il faut la privatiser Si privatiser, c'est une opération de management. C'est plutôt la technologie qu'il faut modifier. Il y a aussi le monopole, en fait. Oui, il faut modifier la technologie et de sorte que l'énergie solaire, l'énergie soit disponible. Et c'est ce qui menace la Sénélec. Elle ne veut pas, le gouvernement ne veut pas. L'EDF qui fournit les matériels, parce que toutes ces boîtes-là, sociétés d'électricité, compagnie des eaux, on sait qu'ici, ils dépendent d'une société qui leur fournit le matériel. L'EDF ne veut pas. Mais à long terme, nous risquons d'arriver à ce que tu proposes là, pour satisfaire les besoins des ménages et de la population. Il y a l'Occident qui vient à la rescousse de l'Afrique pour son électrification. On a vu pas mal de plans. Il y a le plan Power Africa qui a été proposé par Barack Obama pour augmenter l'électrification de l'Afrique et a mis sur la table 7 milliards de dollars. On a vu tout récemment avec la fondation Borloo
qui veut augmenter aussi la production électrique en Afrique pour le faire passer de 30 à 80% en 2025. Est-ce que l'appui étranger est nécessaire aujourd'hui pour électrifier l'Afrique? Je ne pense pas. En tout cas, si l'Afrique va s'électrifier, il faut compter sur nous-mêmes à hauteur de 80%. On ne peut pas tout faire. Par exemple, quand moi, surtout le plan de Jean-Louis Borloo, ce qu'on craint, les scientifiques, parce que nous sommes toujours sous colonie française, on craint que si on lui accorde ces milliards, il oublie les scientifiques africains pour amener ces scientifiques. C'est ce qui pèse sur lui. Il y a un grand professeur des ponts africains, des ponts et chaussées, qui a contesté les propositions de Borloo. Je ne sais pas si les chefs d'État africains vont plus écouter Borloo que nous. Mais s'ils veulent mettre à l'écart les grands scientifiques africains, nous ne l'accepterons pas. Mais le réalisme exige que les chefs d'État et la France, qu'ils comprennent. La France comprend parce que la COP21 a montré que Ségolène Royal a beaucoup compris. Il sait qu'il y a des potentialités de production. Il dit toutes les productions qu'on a fait jusqu'ici n'ont fait qu'augmenter la pollution. Laissez donc d'autres essayer. Tous les États ont signé. Seulement, on se dit, les multinationales, leur pays ont signé, mais est-ce qu'ils obéiront à leur pays comme on le souhaite? Toujours est-il que nous devons rester actifs. Il y a du pétrole qui a été trouvé au Sénégal, même si la couleur n'est pas... on n'a pas encore vu la couleur de façon. Il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter. Je sais que dans les hommes politiques, eux, ils disent que s'il y a du pétrole, le bonheur apparaît. À l'heure actuelle, ce qu'on reproche au pétrole, c'est d'accélérer la pollution. Or, si la pollution se multiplie, elle va retomber sur la multiplication des maladies comme l'asthme, des maladies respiratoires et tout ça. Et il y a aussi l'instabilité quand on va dans le pays. Toujours l'instabilité. Ce n'est pas maintenant que le pétrole a été soupçonné, existé au Sénégal. Senghor le savait et il a été très sage. Il a dit, je n'exploiterai pas le pétrole au Sénégal parce que partout où on l'a exploité, le sang coule. Donc, et il ne donnera pas grand-chose, sauf si des matières plastiques, peut-être on a besoin de produits, mais si c'est l'énergie, il ne donnera pas, il ne couvrira pas les espoirs que nous attendons. Mais les hommes politiques pensent faire de l'argent parce qu'il y a encore des multinationales américaines qui veulent résister, qui ne veulent pas obéir à la COP21 et qui pensent acheter du pétrole. Mais le prix du pétrole baisse. Hein. Il baisse, il a beaucoup baissé ces temps-ci. Moi, j'étais invité à un pays qui est en Afrique centrale et pour un truc qui devait être installé. Mais le pays a des difficultés, pourtant c'est un pays pétrolier. Votre dernier mot, professeur, on arrive au terme de cette... Je vous remercie beaucoup parce que ce que vous faites, c'est très utile pour la collectivité. Ça ne vous donne pas actuellement des milliards, mais ça viendra si vous encouragez les scientifiques au moins, ou vous permettez qu'on les comprenne. Parce que les gouvernements passent. Les problèmes sont toujours demeurés un sous-emploi chronique. Ceux qui ont éliminé ce sous-emploi chronique, c'était des scientifiques, des chercheurs et des trucs comme ça. Et ces choses-là sont possibles aujourd'hui en Afrique. Et je pense surtout à l'insécurité qui règne. Si on nous aidait avant 10 ans, même pas, les premiers avions vont sortir. Les drones, eux, sortiront avant 2 ans. Et ça, la sécurité améliorée. Parce que si vous avez des drones solaires, vous pouvez facilement voir les activités que fait Boko Haram. Mais on ne nous aide pas. Et chaque fois qu'il y a un problème, on va chercher quelqu'un pour nous défendre. Et je pense que ça, il faut regarder l'avenir et faire attention. Comptons sur nous-mêmes d'abord. Merci, professeur. Merci. On arrive au terme de cette émission. C'était Carrefour des valeurs sur la chaîne des valeurs. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bien.